Mamadou Mbotch au téléphone avec Eladji Ndiogou Diène. Il s'agit de dénoncer avec la dernière énergie cette arrestation, de condamner rigoureusement l'acharnement du procureur et du gouvernement sur la personne d'Alioune Sané en particulier, sur les acteurs de la société civile en général, de rappeler simplement que cette dictature qui règne au Sénégal est liée au fait que le procureur, le ministre de la Justice et le président ont des prérogatives qui sont au-delà des limites possibles dans une démocratie. Parce qu'il leur suffit de faire appréhender quelqu'un, de le transférer dans les prisons et de le maintenir là-bas. Parce que c'est en fonction simplement de leur volonté. Et c'est ça qui est grave. Et c'est ça qui appelle l'urgence des réformes institutionnelles. Le F24 mène le combat pour la libération de tous les détenus. Donc, Alioune Sané est un de plus. Il y avait déjà Ousmane Sonko, il y avait déjà Cheikh Omar Diagne, etc., etc. Donc nous allons mener le combat jusqu'au bout. Nous allons poursuivre le combat. Maintenant, évidemment, nous sommes devant cette difficulté qui consiste dans le fait qu'on veut éviter le chaos parce qu'on a l'impression que le gouvernement nous provoque pour qu'on aille dans la rue, qu'il y ait le chaos. Donc nous allons lutter avec intelligence. Et nous allons développer un plan d'action qui sera mis à la portée de tout le monde dans les jours à venir. Mamadou Mbotch, le coordonnateur du F24, notait que le mouvement Y en a marre tient une conférence de presse cet après-midi à son quartier général aux Parcelles Assainies sur l'affaire de son coordonnateur. Alioune Sané est poursuivi entre autres pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée. Il avait été interpellé en fin mai dernier suite à une manifestation des leaders du F24 justement pour se rendre au domicile du leader du parti Pastef dissous qui était alors barricadé. La chambre administrative de la Cour suprême en audience cet après-midi, la juridiction doit examiner le recours en référé introduit par les avocats d'Ousmane Sonko pour faire annuler le refus de la direction générale des élections de remettre des fiches de parrainage au mandataire du candidat Ousmane Sonko, le leader du parti dissous Pastef. La présidentielle de 2024, justement, l'opération tant redoutée du parrainage a démarré, vous le savez, en début de semaine. En 2019, 19 dossiers de parrainage sur 27 avaient été rejetés par le Conseil constitutionnel. Malgré les discussions lors du dernier dialogue politique, ce système de parrainage n'a toujours pas donc la confiance absolue des acteurs politiques. Alors au chat pour le dossier. En 2019, le professeur Amsatou Sow Sidibé faisait partie des 22 candidats à la candidature recalés par le Conseil constitutionnel sénégalais. L'objet du blocage, la clé USB. La clé USB dans laquelle j'avais introduit les parrainages avait un virus. Le Conseil constitutionnel n'a pas pu ouvrir la clé. Malheureusement, je n'ai pas eu droit au recours pour amener une autre clé. Mais les cartons, 14 pour les 14 régions et un carton pour la diaspora, avaient été présentés. 4 ans après, la présidente du mouvement Carlenel, encore candidate cette année, veut rester positive. Je suis en train de faire le travail pour que mes parrainages soient acceptés. Aujourd'hui, les Sénégalais savent que candidat à la candidature, qui voudrait que les citoyens soient au centre des préoccupations, qui sait qu'il faut un développement tiré de notre souveraineté. Pour le mouvement Gumsebop de Bougane Gueye Dany, l'opération de collecte de parrains avait été une réussite. Mais le problème, c'est le logiciel utilisé par le Conseil constitutionnel, soutient Mamadou Gueye, coordonnateur national des opérations de collecte de parrainage du dit mouvement. Le fond du problème, c'est que le fichier qui est à l'intérieur n'est pas maîtrisé. Nous, on a un problème en réalité, une adéquation entre le fichier réellement, le fichier électoral, et le fichier qui est dans le logiciel, c'est-à-dire l'information qui est dans le logiciel. Parce que vous n'avez pas confiance? Pas du tout. Pour les législatives, nous, on n'a pas de problème de doublon. On a été rejeté pour 2000 non-électeurs. Alors que tout le monde sait qu'un non-électeur ne peut pas parrainer quelqu'un. Deuxièmement, on nous a rejeté pour 10 000 tailles non conformes. Et tout le monde sait que la taille, c'est du visuel, c'est sur la carte d'identité, vous le recopiez. Comment contourner aujourd'hui ce problème-là? Pour contourner, c'est qu'il faut que la Direction générale des élections puisse autoriser aux candidats, avec les informations, les informaticiens et les informations de la DGE,
de s'asseoir et de voir exactement quels sont les paramètres qui sont introduits dans ce logiciel-là. Et cette année, c'est encore pire parce que le parrainage a été piégé. Aujourd'hui, on nous parle de plus de 200 candidats à la candidature. Et le problème, c'est qu'il y aura un tirage pour le dépôt de ces parrainages. Ça veut dire qu'un excellent candidat qui aujourd'hui a une position de 150e, ce candidat-là, à 99%, n'aura pas réussi le parrainage. Lors de la course à la présidentielle de 2019, 5 candidats avaient fini sur les starting blocks. Macky Sall, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Madické Niang et Issa Sall. Une élection présidentielle inédite, puisque pour la première fois, le Sénégal se retrouvait avec uniquement 5 candidats pour un tel scrutin, loin des 15 de 2007 et des 14 candidats de 2012. Dana Rocha. Et puis dans une interview dans Jeune Afrique qui doit apparaître lundi prochain, Mohamed Boun Abdallah Dionne revient sur sa candidature, s'assumant pleinement et refuse d'être, dit-il, un double bouton. Résumé Mohamed Ali Mouba. Dans cette interview de 9 pages, Mohamed Diom assume sa proximité avec le président Macky Sall, mais il refuse d'être un homme liche, un pantin. Je ne suis un double bouton de personne, mais un homme indépendant qui s'assume. Candidat à la candidature au même titre que les autres, il a perdu face à Amadou Ba, qui a été choisi. À la question de savoir pourquoi il a déclaré sa dissidence, alors même qu'il a juré de soutenir le choix du président Macky Sall, Diom répond « Il faut relativiser tout cela. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Ce qui est vrai avant le 9 septembre ne l'est plus maintenant. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Qu'est-ce qui a évolué? S'attendait-il à être choisi coûte que coûte, vu sa proximité avec le président Macky Sall? Sous-estime-t-il pour autant Amadou Ba? John affirme en tout cas dans sa réponse, dès lors que Macky Sall n'est pas candidat à Benno Bokk Yakaar, les jeux sont ouverts et la rupture semble être actée de ce point de vue. Plus question pour lui de rouvrir la porte. John la ferme de ce point de vue à double tour. Je n'ai aucune intention de retourner à Benno Bokk Yakaar et de croire en son étoile avec Aly Ngouille Ndiaye dans le cadre d'une coalition John 2024. Il assume par ailleurs sa part du bilan du président Macky Sall, mais prône la rupture, candidat du progrès et du renouvellement. L'interview de Mohamed Boun Abdallah Dionne dans Jeune Afrique doit paraître lundi prochain. Mohamed Ali Mouba, merci. Le conseil départemental de Saint-Louis dissous pour non-respect de la parité. La plateforme citoyenne Sénégal 3G obtient ainsi gain de cause. Le verdict de la Cour d'appel de Saint-Louis est tombé hier. Ousmane Ouad, le président de la plateforme citoyenne Sénégal 3G, s'est confié à Ousseynou Diop. Suite aux élections municipales et départementales de 2022, que le bureau n'avait pas respecté la parité. Parce que le président est un homme, Maître Moustapha Mbaye, le premier vice-président est aussi un homme, Dr Abdoulaye Ndoye. Ce qui est une violation flagrante de la loi sur la parité. En notre qualité de citoyens et d'électeurs dans la circonscription électorale, nous avions introduit un recours au niveau de la Cour d'appel pour que ce bureau du conseil départemental soit annulé. Nous l'avions défendu face aux avocats du conseil départemental et la Cour d'appel nous avait donné raison. Aujourd'hui, nous avons retiré cet arrêt de la Cour d'appel et nous allons, dans les jours à venir, voir l'autorité administrative pour que cette décision de justice soit appliquée. Ousmane Ouad, le président de la plateforme citoyenne Sénégal 3G, qui se réjouit donc de ce verdict de la Cour d'appel de Saint-Louis, qui, je le rappelle, a invalidé le bureau du conseil départemental de Saint-Louis pour non-respect de la parité. 7h11. 12h11. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Barthélémy Ngom. Pas 7h, mais 12h11. Les travailleurs des collectivités territoriales qui restent déterminés dans leur lutte, ils vont encore observer une grève de 5 jours à partir de lundi prochain, plus une marche nationale vendredi prochain. Écoutons là-dessus Ndiaga Diop, le porte-parole de l'intersyndicale. La grève a été bien suivie sur toute l'étendue du territoire national. Si je ne veux pas exagérer, je peux même dire qu'elle a été suivie à 95% des travailleurs des collectivités territoriales. Non, c'est le statu quo total. C'est le statu quo jusqu'à présent. Nous n'avons pas de feedback pour cette fameuse rencontre avec le Premier ministre. Nous avons beaucoup attendu, mais jusqu'à présent, vraiment, on ne nous a pas encore signifié que le Premier ministre
va nous recevoir. Donc voilà, c'est pour cela l'intersyndicale a décidé de suivre son plan d'action en décrétant cette semaine, la semaine qui suit, 120 heures à partir du lundi 9 jusqu'au vendredi 13. L'intersyndicale ne va pas s'arrêter là-bas. Nous comptons organiser une assemblée générale le mardi 10 octobre à l'hôtel de ville de Dakar, en présence des secrétaires généraux des centrales syndicales. Et ensuite, nous allons organiser une marche nationale le vendredi 13 octobre 2023. Le départ est prévu au rond-point Géraud, arrivé devant les grilles du ministère des collectivités territoriales, à côté de la police de Dieuppeul. Ndiaga Diop, le porte-parole de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales. Et puis cette colère des habitants de Yedoula et Keur Serigne Omar Touré, deux villages situés dans la commune de Darussalam, dans le département de Nioro, sit-in pour réclamer de l'électricité, des routes praticables et une structure sanitaire. Fatumbo. Les villages de Yedoula et Keur Serigne Omar Touré sont en alerte. Leurs résidents ont pris d'assaut les rues pour dénoncer le manque d'électrification dans leur localité, une situation qui a des répercussions sur leur vie quotidienne. Le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, avait promis à son peuple l'électrification universelle. Et jusqu'à présent, nous demeurons dans l'obscurité totale. Si tu veux boire de l'eau fraîche, on est obligé de parcourir 5 km, voire 6 km. Au nom de quoi? Outre l'absence d'infrastructures routières et sanitaires perturbe également la tranquillité des habitants, soulignant ainsi l'urgence d'avoir une maternité adéquate pour soutenir les femmes en âge de procréer. Et nous nous rendons difficilement à notre chef-lieu commune en pensant par poste Kodo et Nioro du Rip avant d'arriver à Darussalam. L'évacuation des femmes enceintes pose beaucoup de problèmes. Elles sont référées difficilement à Darussalam, Barkewel ou sur Kewlak à cause d'un manque de maternité et d'une ambulance médicalisée. Les références des cas urgents demeurent les plus gros soucis de nos populations. Ces habitants adressent un avertissement aux responsables politiques, notamment en cette période de parrainage. Nous souhaitons que des solutions adéquates et durables soient apportées. Qu'ils prennent toutes leurs responsabilités. Nous n'allons pas négocier ni attendre. Les habitants de Yedoula et Keur Serigne Omar Touré ont organisé ces sittings pour attirer l'attention sur les problèmes auxquels ils sont confrontés. Ces villages demandent des solutions immédiates. Fatou Darussalam, Radio Futur Média. Midi, bientôt 15 minutes. Éducation à présent, le démarrage des cours à l'INEFJA, l'Institut national des jeunes aveugles de Thiès. Les élèves non-voyants ou déficients visuels au niveau des lycées et collèges de la Cité du Rail éprouvent d'énormes difficultés au niveau des classes inclusives. Et en plus, les professeurs ont souvent du mal à les encadrer comme il le faut. C'est pourquoi d'ailleurs, Cheikh Anta Diop, ces élèves non-voyants lancent un cri du cœur. L'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles de Thiès prime ses meilleurs élèves qui ont obtenu de très bons résultats cette année au BFM et au baccalauréat. La grande salle d'informatique a reçu ses récipiendaires, une initiative de l'association Sunu Yéné. Birama Sarr, le président, un ancien élève de l'INEFJA. Primer les meilleurs élèves aveugles. Ce qui est intéressant aussi, il se trouve aussi dans l'éducation inclusive. Comme que l'INEFJA ne peut pas prendre tous les aveugles, on a créé aussi des écoles inclusives. Astou Ndiaye fait partie des meilleurs élèves. Elle a saisi l'occasion pour énumérer les difficultés auxquelles les élèves aveugles et déficients visuels font face dans les classes inclusives. Parce que nous, quand on travaille en classe, on doit être assisté. Et ce rôle-là est joué par nos camarades. C'est eux qui nous dictent tout. Mais des fois, on a beaucoup de problèmes avec ça. Et aussi beaucoup de problèmes avec les profs qui ne peuvent pas expliquer correctement aux déficients visuels. La prise en charge dans les classes, ça reste. Ces élèves handicapés visuels sont aussi initiés au numérique pour qu'ils puissent être autonomes. Un des formateurs, Omar Mbouch, enseignant-chercheur à l'université numérique, Cheikh Hamidou Kane, se dit comblé. Nous sommes avec des collégiens qui sont déficients et lycéens qui sont déficients visuels. On voit que l'informatique leur apporte l'autonomie. Nous sommes très satisfaits. Ces élèves primés sont heureux. Ils promettent de concentrer tous leurs efforts pour réussir. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop de Thiès, nous nous rendons à Fatick où le Oubitey Dianguete a été compromis au niveau des écoles privées par les parents d'élèves. Beaucoup parmi eux n'ont pas encore inscrit ou même réinscrit leurs enfants. Aminata Goudiaby.
Dans le couloir qui mène au bureau des inscriptions de l'école privée, le collège Justine, des parents d'élèves patientent. Mamfaye a une fille qui doit faire la 4e. Elle reconnaît son retard. Parce que j'étais en congé, je viens de regagner Fatick, c'est pourquoi j'ai tardé l'inscription. Mais quand même, elle va s'inscrire, elle va commencer lundi, Inch'Allah. Dans cette école privée catholique, les cours ont démarré hier, jour de la rentrée des classes, mais le directeur déplore beaucoup d'absents. Frère Patrice Mbeng. Les parents aussi attendent toujours le dernier moment pour inscrire les enfants. Souvent donc, sans cette inscription, l'élève ne peut pas rejoindre les classes. Mais le concept Ubitei Djangitei est respecté dans le privé catholique où nous avons un contrat moral avec les parents. C'est la récréation à l'Immaculée Conception. Les élèves ont visiblement renoué avec leur quotidien. Dans le bureau de la directrice, des parents d'élèves se succèdent pour l'inscription ou encore le retrait des uniformes de leurs enfants. Ils s'y sont pris un peu tard, mais l'école joue la carte de la compréhension. Sœur Domtila Boissy, directrice de l'école Immaculée Conception de Fatick. C'est le cas un peu de Fatick, la situation, on essaie de comprendre, mais dans d'autres écoles, nos écoles immaculées d'habitude, puisque pour trouver une place, c'est tout un problème. Donc, avant fin juin, normalement, on a déjà bouclé le nombre d'élèves voulus. Mais ici, on essaie de comprendre. Les enseignements démarrent timidement dans ces écoles. Les responsables promettent que la confection des emplois du temps se fera juste en début de semaine. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Aminata Goudiaby, direction Keur Massar pour encore parler des inondations. La gare routière est toujours envahie par les eaux pluviales, une situation que déplorent les chauffeurs. Le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, Gora Khouma, demande d'ailleurs à l'État de construire une nouvelle gare routière moderne à Keur Massar. Aminata Ba. Dans ce véhicule de transport communément appelé Ndiagandiaï en direction de Dakar, les clients n'arrêtent pas de se lamenter sur l'état piteux de la gare routière de Keur Massar à cause des inondations. Faute d'aucune autre solution, les chauffeurs stationnent leurs véhicules sous les eaux et les conséquences sont énormes selon Bailay Dem, conducteur. Nos véhicules tombent tout le temps en panne à cause des eaux. Les clients sont aussi des victimes. Ils accèdent difficilement à la gare routière. Le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal dénonce cette situation. Gora Khouma plaide pour la construction d'une gare routière moderne à Keur Massar. Oui, nous vivons le calvaire ici à Keur Massar puisqu'on a une seule gare routière. La totalité de la gare est envahie par les eaux et que ce n'est pas normal. Donc nous avons demandé au ministère des Infrastructures de pouvoir moderniser cette gare. Plus que ça, nous devons avoir une gare routière moderne qui pourrait servir toutes les destinations des régions. Nous attendons ça à l'État. Outre cette préoccupation, le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal demande à l'État du Sénégal de prévoir des sites de stationnement à Keur Massar pour lutter contre l'occupation anarchique. Aminata Ba, Keur Massar, Radio Futur Média. Aminata Ba, le sous-sol sénégalais qui dispose de minéraux stratégiques, mais malheureusement ces ressources ne sont toujours pas exploitées et pourtant elles sont porteuses de croissance économique. Les techniciens et investisseurs ont passé au crible les minéraux sénégalais lors d'une table ronde organisée par la Société des mines du Sénégal, table ronde en marge du Salon international des mines organisé à Diamniadio. Là-dessus, nous écoutons Ousmane Sissé, le directeur général de Somisen, au micro d'Abdou Diouf Diagne. Les ressources minérales de notre pays, et la recherche soit accentuée, et surtout dans le cadre donc, de ce qu'on appelle les minéraux stratégiques, que l'État du Sénégal soit au cœur donc, de cette politique. Vous savez, les questions de transition énergétique sont liées à l'approvisionnement en certains minéraux, des minéraux qui sont dits stratégiques, le lithium, le cobalt et autres. Alors le Sénégal est doté de ces ressources. Nous avons réuni donc ici d'éminentes personnalités dans le domaine, des professeurs à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à l'Institut des sciences de la Terre, et également d'autres partenaires techniques des sociétés minières pour échanger sur ce modèle de coopération et ces stratégies qu'on devrait mettre en place pour développer ces ressources. Et nous pensons que c'est un grand pas qui a été fait, dans le sens que déjà nous avons, à partir donc, des informations qui ont été fournies et sur les projets de développement de la Somisen, identifié des zones, des provinces donc, géologiques qui sont assez importantes, qui ont un potentiel assez important en lithium, en cobalt et en produits en terres rares, qui devraient faire l'objet peut-être de coopération avec les secteurs privés nationaux, avec les entreprises minières,
afin de les développer. Et puis nous parlons de la 6e édition du Forum Galien. La cérémonie officielle a eu lieu ce matin en présence du Premier ministre Amadou Ba. Cette année, le thème est relatif aux maladies non transmissibles. Selon le Premier ministre, ces maladies qui tuent silencieusement constituent un fardeau pour le système de santé au Sénégal et retardent le développement du pays. Amadou Ba soutient que la recherche et l'innovation pourront être des solutions. Nous l'écoutons avec Nafissatou Sila. En réalité, les maladies non transmissibles constituent avec les maladies infectieuses un double fardeau pour les populations africaines. Elles rendent encore plus fragile nos systèmes de santé et retardent notre développement. Au Sénégal, le ministère de la Santé et de l'Action sociale vient de lancer son programme stratégique d'accélération de la lutte contre les maladies non transmissibles et s'apprête à mener sa 2e enquête nationale sur les maladies non transmissibles. Celle-ci permettra de connaître la prévalence nationale de ces maladies et d'identifier les vrais facteurs de risque. Il est devenu clair que pour préserver la santé et l'améliorer, une action multisectorielle sur les déterminants socioculturels et économiques est indispensable. Les scientifiques sont unanimes à reconnaître que la lutte contre la sédentarité, le changement de comportement et d'habitudes alimentaires contribuent à faire baisser drastiquement la charge de morbidité et les décès prématurés liés aux maladies non transmissibles. Le forum est pour moi le lieu de proposer des stratégies adaptées à nos pays et à notre contexte pour lutter efficacement contre cette tueuse silencieuse. J'en appelle à la mobilisation de tous les acteurs et de tous les secteurs de développement pour la lutte contre les maladies non transmissibles. La recherche scientifique et l'innovation constituent un puissant moteur de développement. Elles doivent être soutenues davantage dans notre continent qui regorge d'énormes potentialités et de recherche générique. Le ministère en charge de l'enseignement supérieur du Sénégal vient de valider son plan décennal pour la promotion de la recherche et de l'innovation. Amadou Ba, le Premier ministre. Et puis je vous l'annonçais en titre, souriez. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du sourire. À l'hôpital Matlaboul Fawzaini, l'équipe de chirurgie se fixe comme objectif rendre le sourire aux enfants atteints de la maladie dénommée bec de lièvre. Papa Ballagui. La journée du sourire célébrée le 6 octobre, l'hôpital Matlaboul Fawzaini de Touba n'est pas en reste pour redonner le sourire aux enfants atteints de malformations appelées bec de lièvre. Avec la conjoncture, le stress, le sourire est réparateur selon Dr Mam Koumbassar Nyang, chef service ORL de l'hôpital Matlaboul Fawzaini. Vraiment, quand une personne sourit, ça veut dire qu'il est pas stressé, il est en bonne santé, il est guéri entre guillemets. Et vraiment, ça participe vraiment au bien-être des individus. Donc c'est vraiment très important. Au vu de tout ce qui se passe dans le monde avec le stress, beaucoup de soucis et autres. Donc quand on a la satisfaction, la chance de sourire, vraiment c'est quelque chose à saisir. Ces enfants stigmatisés par la société grâce aux partenaires comme Smile Train et entre autres Godmother Smile, des chirurgies sont offertes pour leur redonner cette chance de sourire. Un parent qui vient avec son enfant qui a une malformation alors que les autres ne l'ont pas, donc il s'inquiète. Donc comme vous voulez, il cache l'enfant ne sort pas. Donc il y a un problème social terrible qui se passe. Donc quand on les prend en charge vraiment, donc vraiment c'est leur redonner le sourire. Sa fille atteinte de malformation de la fente labiopalatine, Mam Awa Touré retrouve maintenant ce sourire et ose sortir avec elle sans gêne. La journée du sourire, un moment de rejet du stress, il est d'ailleurs conseillé de garder ce sourire, quelle que soit la situation. Papa Balagué, Touba, Radio Futur Média. Eh bien oui, rejeter le stress par le sourire. Justement, on accueille Georges Détié-Diop avec le sourire. Georges, bonjour. Et l'on répond avec le sourire. RFM. L'actualité internationale. Le Nobel le plus attendu, le Nobel de la paix connu. La lauréate, une iranienne en prison à Téhéran, Narges Mohammadi, est récompensée pour sa lutte pour les droits humains à Ombaï. Narges Mohammadi est distinguée pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran et sa lutte pour promouvoir les droits humains et la liberté pour tous, selon le comité prix Nobel de la paix en Norvège. La militante iranienne, 51 ans, emprisonnée aujourd'hui, s'est vue décerner la prestigieuse récompense. Elle est condamnée en mai 2016 à 16 ans de prison pour son activisme, une peine allongée au mois d'août dernier. L'attribution du prix Nobel de la paix
fait à cette femme est hautement symbolique au moment où le mouvement Femmes et Liberté secoue l'Iran depuis plus d'1 an. La contestation naît après la mort d'une jeune kurde iranienne, Mahsa Amini, décédée en détention. Après son arrestation par la police pour un voile mal ajusté a été réprimé dans le sang. Mais pour Narges Mohammadi, le changement est irréversible. En son absence, c'est la famille de la militante qui a donc pris la parole ce vendredi. Elle qualifie cette récompense de moment historique pour le combat pour la liberté en Iran. À Wambaye, en République démocratique du Congo, Georges Floribert Anzoulouni a été désigné candidat de la société civile à l'élection présidentielle. L'activiste et initiateur du mouvement citoyen Filimbi a émergé en tant que choix unanime face à l'ancienne journaliste Bilé à l'issue du second tour des primaires qui se sont tenues hier à Kinshasa. Primaires organisées par les organisations de la société civile, les mouvements citoyens, les organisations politiques ainsi que des personnalités indépendantes, membres de l'Alternative pour un Congo nouveau. Sa réaction après sa désignation, Floribert Anzoulouni, que nous avons joint tout à l'heure à Kinshasa. C'est l'aboutissement d'un processus participatif, citoyen et démocratique qui a pour principal objectif de pousser les dirigeants congolais à se préoccuper davantage, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, davantage des problèmes auxquels les populations sont confrontées et à porter les débats, l'essentiel des débats publics, des débats politiques sur ces questions en proposant bien évidemment des solutions. Ce processus a commencé avec l'organisation de consultations populaires par le réseau citoyen Pona Congo et aujourd'hui c'est l'organisation des primaires citoyennes par la plateforme Alternative pour un Congo nouveau qui m'a désigné comme candidat. Alors ce n'est pas ma candidature personnelle, je tiens à le préciser, c'est la candidature de tout un mouvement politique, Alternative citoyenne, que nous avons créé il y a peu, qui a déposé plus ou moins 1000 candidatures aux élections à la députation nationale, provinciale et législative, et donc il m'a délégué comme candidat au sein de ces primaires pour représenter le parti politique. L'élection présidentielle en RDC est prévue en décembre. Au Cameroun, Georges, 2 personnes ont été exécutées publiquement dans un marché. Ils ont été tués par des rebelles séparatistes dans le village de Gouzang, dans l'ouest du pays, en proie à des combats entre l'armée et des indépendantistes de la minorité anglophone coutumiers de ce genre d'assassinat. En Somalie, une vingtaine de combattants loyaux au gouvernement tués lors de combats avec le groupe djihadiste des Chebab dans le centre du pays. Les affrontements ont commencé mercredi lorsque l'armée nationale et ses alliés parmi les milices claniques locales ont lancé une offensive dans le secteur connu sous le nom de forêt de Chabello, contrôlé par des islamistes affiliés au groupe Al-Qaïda dans l'état de Galmudug. Aux États-Unis, pour terminer, la construction du mur à la frontière mexicaine va reprendre avec les fonds sous l'ère Trump. L'administration du président Biden a annoncé qu'elle ajouterait des sections au mur frontalier pour éviter des passages records de migrants en provenance du Mexique. Et pourtant, l'une des premières promesses de Biden après son investiture en 2021 était de stopper la construction du mur à la frontière décidé par Donald Trump, un mur jugé à l'époque inefficace par Joe Biden. Merci beaucoup Georges Déthié Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, débat sur l'enseignement supérieur, comment faire pour une bonne reprise des enseignements dans les universités publiques. Le prétexte, la réunion du conseil académique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui se tient ce vendredi. Pour en parler, nous serons avec David Célestin Faye, secrétaire général du SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, et Alakan, président de l'amicale de la faculté des lettres et porte-parole du collectif des amicales de l'UCAD. RFM Sport. Le sport, c'est avec Anna Rocha. Bonjour Anna. Bonjour Barthélémy, bonjour à tous. Oui, la Coupe du Monde des sourds-muets d'abord, le Sénégal rentre à la maison avec la médaille de bronze. Les Lions malentendants sont venus à bout de l'Égypte ce matin après 93 minutes de jeu. Score final 2-1. Le Sénégal a ouvert le score à la 21e minute
par Khadim Maro. L'Égypte a ensuite égalisé 10 minutes plus tard avant que Pape Adam Ndiaye Diarra n'offre la victoire aux Lions à la 62e minute. La finale de cette Coupe du Monde des sourds et malentendants est programmée pour demain samedi à partir de 8h30 également. Le Japon affronte l'Ukraine, tombeur du Sénégal en demi-finale. Football, toujours, Aliou Cissé a dévoilé une liste de 26 joueurs pour affronter le Cameroun. Ce sera le 16 octobre. Un match amical prévu à Lens en France pour ce duel de Lyon. Le sélectionneur national a opté pour la continuité en gardant l'ossature de son équipe. Seule nouveauté, l'entrée dans la tanière de l'arrière latéral droit, Mamadou Sané. Le compte rendu de la conférence de presse d'Aliou Cissé est signé Cherti Diagne. Jouer le Cameroun n'est jamais facile et cette confrontation avec les Lions indomptables permettra forcément de progresser et de rester performant. Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal. Sur ce match-là, on a évalué, je l'ai dit d'une façon vraiment autocritique, ce que nous avons fait d'abord de bien dans cette rencontre-là. Et je pense que nous avons fait quand même de choses très intéressantes durant pratiquement toute la première mi-temps jusqu'à ce début de deuxième mi-temps. Mais on a fait aussi des choses peu bien et je pense que là-dessus, il va falloir qu'on progresse là-dessus. Le Cameroun n'est plus à présenter, c'est une très grande équipe, une grande nation de football. Mais ça fait partie de notre philosophie, comme vous le voyez depuis qu'on s'est qualifié contre la Mozambique, on a enchaîné avec le Bénin, un match amical, avec le Brésil, avec l'Algérie et là encore avec le Cameroun. Ça veut dire qu'on n'a pas choisi la facilité. On aurait pu choisir une équipe de seconde zone ou bien faire des matchs amicaux de seconde zone et gagner ici et ne pas voir véritablement nos lacunes. Et là c'est important, nos lacunes sont là, ils sont visibles et je pense que moi personnellement je sais ce que j'ai à faire. Très en deçà de ses performances, le portier Edouard Mendy bénéficie toujours de la confiance du manager. Mais Aliou Cissé ne lui garantit pas une place de titulaire. Vous savez qu'on ne peut pas garantir une poste de titulaire à aucun joueur. Moi, je n'ai jamais garanti un poste de titulaire à un joueur qui arrive dans la sélection ou bien un joueur que je vais aller chercher. Le discours, il est clair. Il va retrouver d'autres grands joueurs, d'autres très bons joueurs. C'est à lui de travailler et de mériter sa place. Donc, je n'ai pas promis, je ne promets pas de poste de titulaire à qui que ce soit. Mamadou Sané, champion d'Afrique au CHAN, est la nouvelle recrue de la tanière. L'ex-joueur de Guédiawaye Football Club, évoluant désormais dans le championnat chypriote, découvre l'équipe nationale A. Autre fait marquant, les retours de Noah Fadiga et de Fodé Ballo-Touré. L'équipe, pour rappel, rejoint Lens lundi pour affronter le Cameroun une semaine plus tard. Cher Tidiane Diagne, l'équipe nationale du Sénégal qui prépare donc la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire à partir de janvier 2024. Je rappelle que le 12 septembre dernier, les Lions du Sénégal avaient perdu à domicile 1-0 face à l'Algérie en match amical toujours. Le coach des U20 féminine a aussi publié ce matin la liste des Lions convoquées pour la double confrontation Sénégal-Bénin, comptant pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de la catégorie. Le match aller aura lieu demain samedi au stade La Dior de Thiès. Et puis Anna Rocha, on termine avec les actualités du Navetan, direction Ross Béthio. Ross Béthio, où le maire de la commune mise sur la formation des jeunes entraîneurs du mouvement Nawetan pour le développement du football local. Le parrain de la finale départementale de Dagana veut s'investir davantage dans cette mission et les acteurs du mouvement Nawetan de Ross Béthio estiment que cette formation vient à son heure. Les précisions de Mamadou Diagne. Après la rénovation du stade municipal de Ross Béthio, en plus du lancement des travaux de construction du stade d'Indiorno, le maire de la commune de Ross Béthio Falisek s'attaque à la formation des entraîneurs du championnat populaire communément appelé Navetan. C'est là pour leur permettre d'être mieux outillés et à faire leur travail convenablement. Ndiaga Fall, adjoint au maire de Ross Béthio. La formation des jeunes entraîneurs. La formation des jeunes entraîneurs est un programme intéressant. C'est la raison pour laquelle je lance un appel à toute la zone, au monde sportif, pour que ça soit une réussite. On ne peut pas développer le sport sans la formation
formation des acteurs. Juste pour vous dire que le maire Falisek est là pour sa jeunesse. C'est pourquoi nous l'encourageons comme d'habitude. Il a mis les moyens pour le développement du sport dans la commune. Une initiative bien appréciée par le mouvement navétane de Dagana. Selon Massamba Diagne, président de l'ODECAV, cette formation des entraîneurs est venue en son heure. Je salue la vision du maire Falisek, car même le président de l'ONCAV a eu cette idée. Et c'est pourquoi il avait sollicité les services d'Amara Traoré. C'est ce qui prouve que Fali est au diapason de l'activité sportive. Aujourd'hui, il a mis les moyens pour que cette finale soit une réussite totale. Profitant de la finale départementale de Dagana, ces acteurs du mouvement navétane plaident pour un championnat sans violence dans tout le département de Dagana. Mamadou Diagne, Ross Béthio, Radio Futur Média. Avant de vous quitter, Barthélémy, un mot sur la 9e journée de la Saudi Pro League. Le choc ce soir à 18h à Al-Ittihad de Karim Benzema, tenant du titre, contre Al-Ahli d'Edouard Mendy, 6e au classement actuel avec 16 points. 3 points de moins que Al-Ittihad classé 3e. Les deux clubs avaient fait match nul vierge lors de la précédente journée. Merci beaucoup, Anna Rocha. Bonjour, Mohamed Ali Mouba. À la une, série Muntaha Mbaki, la fatwa contre l'extrémisme religieux. Touba porte le combat, signale la manchette le journal Enquête, lequel confrère constate que les khalifes général des Mourides joint d'ailleurs l'acte à la parole. Désormais, l'ouverture de Dara, d'écoles coraniques et autres mosquées est assujettie à une demande d'autorisation. Touba infesté de prédicateurs bizarres anti-mourides et anti-soufis. Et de dire alors, le journal LAS rapporte les propos du khalife. Je tiens à demander à ces gens d'arrêter leur entreprise et de se conformer aux prescriptions en vigueur. Dans le journal Vox Populi, Serigne Muntaha Mbacké de se montrer plus clair. Il dit: nous sommes des soufis et suivons la voie tracée par Imam Malik. Nous sommes prêts à y laisser nos vies pour obliger tout le monde à respecter la charte de la ville sainte. Nous n'avons pas besoin d'autres références ailleurs ou d'autres philosophies, d'autres idéologies. Les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba sont suffisants et nous suffisent. Fin de citation. Et Enquête relève que le gouvernement du Sénégal adhère au projet. Ex-Pastef fait son projet avec Ousmane Sonko qui se tourne vers la justice après avoir été écarté de la course au parrainage par la Direction générale des élections à conséquence de sa radiation sur les listes électorales. Le journal Le Quotidien constate ce matin qu'un de ses conseillers, Maître Bamba Sissi, a déposé un référé contre la décision. Et sur ça renseigne que les avocats d'Ousmane ont fait... Toutes nos excuses, apparemment, c'est pas la bonne revue de presse. La revue de presse donc de ce vendredi 6 octobre. À présent, c'est avec Mohamed Ali Mouba. Toutes nos excuses. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Voilà, toutes nos excuses pour cette revue de presse. Donc, Mohamed Ali Mouba qui n'est pas disponible. Toutes nos excuses pour des soucis techniques, bien sûr. Nous abordons directement le dernier point de cette édition, point de vue. Débat sur l'enseignement supérieur, comment faire pour une bonne reprise des enseignements dans les universités publiques. Le prétexte, la réunion du conseil académique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui se tient aujourd'hui, même vendredi. Pour en parler, nous sommes avec David Célestin Faye. Monsieur Faye, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ngom. Vous êtes le secrétaire général du SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Nous devons également être en ligne avec Allah Khan, il n'est pas encore là. Je vous donne tout de suite la parole à monsieur Faye, SG du SAES. Le SAES a récemment demandé justement l'ouverture des campus. Alors, d'abord, sur quoi vous êtes focalisé, vous êtes basé pour faire une telle demande? Oui, merci, M. Ngom. Je voudrais dire que nous sommes juste basés sur le bon sens. Le bon sens recommande quand même que depuis le mois de juin, après autant de mois de fermeture, que l'on ouvre les universités pour que l'on puisse travailler sereinement. Puisqu'en fait, l'essentiel des universités, elles ont fait à peine un seul semestre de l'année 2022-2023. Un semestre. Donc quand même, il faudrait qu'on revienne à la réalité et qu'on ouvre les campus pour que l'on puisse acquérir les étudiants. Donc c'est une question de bon sens. Donc vraiment,
ils avaient largement le temps depuis la fermeture pour, disons, faire les réflexions par rapport au saccage. Mais je pense que ce qui a été saccagé n'empêche pas aujourd'hui la reprise en cours, la reprise en fait des cours en présentiel. Donc vraiment, il n'y a aucune excuse de ce point de vue. Il faudrait revenir à la réalité. D'accord, il faut revenir à la réalité. On sait que l'université Cheikh Anta Diop avait subi beaucoup de casses, de saccages lors des manifestations politiques. Dites-nous aujourd'hui l'état actuel de l'UCAD. Est-ce que l'université est dans les dispositions d'accueillir les étudiants? Oui, je pense que de ce point de vue-là, c'est les autorités académiques qui devraient y répondre. Parce qu'en fait, elles avaient largement le temps pour que l'université soit réfectionnée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons alerté plusieurs fois sur la nécessité de justement préparer cette rentrée. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, le 6 octobre, que l'on se rencontre pour une rentrée, alors que depuis le mois de juin, l'autorité avait le temps. Donc, il nous faut revenir dans l'université, refaire les enseignements normalement pour sauver le peu qui reste de l'année académique 2022-2023. Il n'y a aucune excuse. Donc, l'université peut bel et bien ouvrir si on sécurise les personnes et les biens, parce que c'est une condition, bien sûr, pour la réouverture. Il faut sécuriser. On va revenir justement sur cette sécurisation, mais également sur les enseignements en ligne, parce que c'était une proposition des autorités. Malheureusement, les étudiants étaient contre justement cette proposition. Nous sommes en ligne avec Allah Khan. Monsieur Khan, bonjour. Oui, bonjour. Président de l'amicale de la faculté des lettres, porte-parole du collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je pose une question justement sur l'UCAD. Est-ce qu'elle est aujourd'hui en état d'ouvrir ses portes aux étudiants? Oui, effectivement, nous pouvons dire que l'université est dans un état où il peut dès maintenant accueillir les étudiants, parce que dans la mesure où tout ce qui a été fait au niveau au niveau du campus pédagogique n'empêchait pas la reprise pour l'instant. Parce que même au niveau des autres facultés, il y a eu des réflexions. Et au niveau de la faculté des droits, où le chapiteau a été brûlé, donc il peut y avoir des mesures alternatives qui seront prises pour permettre aux étudiants de suivre les cours. Et au niveau du campus social, on a vu que récemment nous avons fait une visite au niveau du campus social et on a vu bel et bien que la reprise est possible dans la mesure où les pavillons sont restés intacts. Et au niveau des restaurants aussi, nous avons fait des visites et nous savons que les restaurants sont opérationnels. Donc il peut bel et bien avoir une reprise. D'accord. Les autorités avaient proposé des enseignements en ligne. Vous avez toujours été contre. Pourquoi? Effectivement, nous étions toujours contre les cours en ligne dans la mesure où les réalités socio-économiques du pays ne permettent pas de suivre les cours en ligne au Sénégal. Parce qu'il y a des étudiants qui n'ont pas accès à l'Internet. Voilà, il y a des étudiants qui n'ont même pas, qui sont dans des villages très reculés, là où il n'y a même pas d'électricité. Et donc ces gens-là, il y aura une discrimination de la part de ces étudiants. C'est pourquoi nous avons toujours été contre ces cours en ligne. Et nous avons toujours proposé la reprise des cours en présentiel. D'accord. Voilà, aujourd'hui, c'est la tenue du conseil académique de l'université Cheikh Anta Diop. Et nous espérons bien qu'ils vont prendre la décision de rouvrir les portes dès ce mois d'octobre. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Khan. Le conseil académique de l'UCAD se réunit justement ce vendredi. Monsieur Faye, qu'est-ce que vous attendez justement de cette rencontre? Est-ce qu'aujourd'hui, les campus au niveau national sont dans les dispositions d'accueillir les étudiants? Il y a une université qui a été victime d'un incendie, 4 modules partis en flammes. Oui, je pense que je voudrais juste revenir sur la question de l'enseignement en ligne. Juste pour dire qu'en fait, que les universités sénégalaises ont été, à l'exception de l'UVS, ont été bâties sur un modèle d'enseignement présentiel. Et là, on ne peut pas improviser l'enseignement à distance pour autant d'étudiants. Tout le monde sait qu'en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas en réalité. Et là, l'étudiant l'a dit tout à l'heure. Mais le problème qui se pose est qu'aujourd'hui, pratiquement toutes les universités ont dépassé leur capacité d'accueil. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser des enseignements en ligne, ne serait-ce que pour faire respirer les amphis? Ce n'est pas l'alternative. L'alternative, c'est de finir les chantiers entamés dans les universités depuis 2015. Nous avons fait récemment le tour des universités. Nous sommes allés au Sine Saloum, à Hussein, disons Kaolack, Fatick, Mbadakhoune, Kafrine. Nous sommes allés aussi à Ziguinchor. Vous avez des chantiers depuis 2015 qui sont là, qui ne sont pas livrés. Et ces chantiers-là, si on les livre, on peut bien acquérir les étudiants.
Donc l'UAM, la phase 2 n'est pas terminée. Je pense quand même, il faut que les pouvoirs publics reviennent à la réalité. L'enseignement à distance, ça doit être l'exception, mais pas la règle. Les universités, c'est d'abord du présentiel. Je pense qu'aujourd'hui, il nous faut finir ces chantiers-là. On peut les acquérir, les étudiants, finir les chantiers et recruter des enseignants. Donc, parce que tout ce qu'on fait, vraiment, c'est vraiment de l'alter, en fait, quelque chose on va dire, qui devrait être une exception. Donc, vraiment, le présentiel, s'il l'emporte sur l'enseignement en ligne, s'il arrive à l'emporter sur le présentiel, c'est qu'on aura échoué carrément. Donc, il faut finir ces chantiers-là, recruter des enseignants et qu'on puisse travailler sereinement. Et je voudrais dire quand même aujourd'hui que les universités sont bel et bien dans les dispositions d'ouvrir en présentiel. Parce que la question que tout le monde occulte, tout le monde le sait. Toutes les universités du pays. Sans exception, je dis bien sans exception, les pouvoirs publics savent très bien pourquoi elles ne veulent pas ouvrir certaines universités. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais nous demandons quand même... à quoi? Nous demandons, pourquoi les pouvoirs publics ne veulent pas ouvrir les universités? Nous demandons, en tant qu'enseignants, c'est la rentrée, c'est le retour, en fait. Je ne sais pas si c'est une rentrée ou un retour. Nous avons fait un seul semestre. On sait pourquoi l'université a été fermée. Est-ce que les pouvoirs publics, tout le monde, est-ce que les acteurs politiques ont fait le nécessaire pour que l'on puisse reprendre sereinement? La question, elle se pose à tous les Sénégalais. Et ce que nous demandons, pour ne pas hypothéquer l'année, pour ne pas sacrifier ces pauvres étudiants, que l'on puisse réouvrir en présentiel et faire cours pendant qu'il est temps. Il y a les bacheliers de 2023 qui viennent d'arriver là. Ils ont le bac, mais ils ne feront pas cours avant le mois de mars pour certains, ou avril même. Alors que ceux de 2022 ont à peine fait quelques cours. Les gens sont occupés à autre chose dans ce pays-là. Il faudrait revenir à la réalité, c'est ouvrir les universités. Toutes ces réunions que l'on fait n'ont aucun sens parce qu'il faudrait, on l'a dit depuis, on a alerté, le SAES a alerté le ministre de l'Enseignement supérieur depuis longtemps, plusieurs fois. Et nous allons en grève la semaine prochaine pour la réouverture. D'accord, merci. Ça fait 2 ans que le SAES n'a fait aucun mouvement de grève, plus de 2 années. Mais pour la réouverture, nous allons aller en grève pour la réouverture, pour montrer que on est déterminé pour que l'on puisse reprendre en présentiel et travailler. C'est tout ce que nous demandons à tous les acteurs politiques. Et cette grève est prévue la semaine prochaine. Et cette grève est prévue la semaine prochaine. Oui, parce que nous allons communiquer sur toutes les questions, tout ce qu'on a fait comme démarche pour que l'on puisse ouvrir. Il n'y a pas que ces questions-là, mais quand même, je pense que regardez les étudiants, la situation dans laquelle ils sont. Un seul semestre sur 2022 et 2023. La rentrée des classes a été faite hier pour les plus jeunes. Mais pour les moins jeunes, ils ont fait un semestre de l'année 2022-2023. Ils ne l'ont même pas fini. Certains n'ont même pas fait de contrôle ni d'examen. Et aujourd'hui, on parle de présentiel, on nécessite à ouvrir. Qu'est-ce que les gens veulent en fin de compte? Donc, l'université, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Merci beaucoup. Ou jamais. Merci David Célestin Faye. Alakan, je termine très rapidement avec vous. Monsieur Faye l'a soulevé tout à l'heure, cette question de sécurité. Aujourd'hui, on a vu que Alakan a failli sembler le dire tout à l'heure d'ailleurs, pour des raisons politiques. Parfois, l'université se situe dans une position inconfortable. Cette question ou cette politique qui, semble-t-il, occupe de plus en plus ou s'installe confortablement dans l'enceinte de l'université, est-ce que vous, étudiants, vous développez des initiatives pour, en tout cas, amener vos camarades étudiants à se focaliser sur l'essentiel? Oui, effectivement, par rapport à cette question, je pense que nous, depuis le début, ce qu'on a fait, on a recensé tous les problèmes de l'université sous forme de mémorandum et on l'a présenté aux autorités. On les a appelés à faire des assises pour qu'on puisse réorganiser l'université et voir qu'est-ce qui ne va pas et le régler de manière définitive. Parce que ces questions politiques, nous tous, nous savons que l'université a été fermée pour des questions politiques, parce que ce sont des problèmes politiques qui sont répercutés au niveau de l'université, ce qui a fait qu'il y avait des saccages et que l'université a été contrainte de fermer ses portes. Maintenant, tous ces problèmes-là, je pense que les politiques doivent rester hors de l'université et que l'université soit comme de nature un temple de savoir, de dialogue et voilà, pour que les étudiants puissent étudier, réussir et s'en aller. Mais quand on politique, ça doit avoir une réorganisation. Toutes ces questions sécuritaires-là
nous en avons fait des propositions, nous avons diagnostiqué les problèmes et nous avons fait des propositions concrètes et nous appelons aux autorités à aller vers des assises pour une réorganisation. Et vous avez remis ces propositions aux autorités? Oui, effectivement. En retour, qu'est-ce qu'elles vous ont dit? Jusqu'à présent, les assises peinent à être données parce qu'ils attendent qu'ils soient validés par le conseil académique. Lequel conseil académique qui se réunit ce vendredi. Merci beaucoup à Lakan, président de l'amicale de la faculté des lettres, porte-parole du collectif des amicales de l'UCAD. Merci également à David Célestin Faye, secrétaire général du SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Mesdames, messieurs, merci à vous. C'était le midi, présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde à Liuba, digital Maïssa Mbaye. Réalisation et la Djinjo Goudjen que vous allez retrouver tout de suite dans moins de 9 minutes pour le 13h. Chef d'édition Awambay Mam Astoukan. Bonne suite de